Alors que ma mère se mourait dans la chambre d'hôpital, elle m'a quitté, disant ne pas pouvoir mettre sa vie entre parenthèses. Je l'ai laissée partir. Quand elle a découvert mon héritage et où son nouveau petit ami travaillait, il était trop tard. Je m'appelle Nicolas, j'ai 34 ans, et j'enseigne la chimie au lycée Victor Hugo à Lyon depuis près de 10 ans maintenant. Je ne roule pas sur l'or, mais j'adore ce que je fais. Ma petite amie, Célia, 32 ans, et moi étions ensemble depuis 3 ans et demi. Elle travaille dans les ventes de produits pharmaceutiques, gagne bien sa vie, conduit une belle voiture, la totale. Il y a 8 mois, on a diagnostiqué à ma mère un cancer du pancréas de stade 4. Les médecins lui donnaient peut-être 1 an, probablement moins. Elle est tout ce qu'il me reste. Mon père est parti quand j'avais 6 ans, et depuis, nous n'avons été que tous les deux. Je suis devenu l'homme de la maison à un âge où j'aurais dû jouer avec des figurines. Alors, quand elle est tombée malade, la question ne s'est même pas posée. J'ai pris un congé de proche aidant auprès du lycée, et je me suis réinstallé dans la maison de mon enfance pour m'occuper d'elle à plein temps. Les rendez-vous de chimio, les médicaments, préparer des repas qu'elle arrivait tant bien que mal à garder, rester assis à ses côtés durant les pires nuits. Célia disait qu'elle comprenait et qu'elle me soutiendrait dans cette épreuve. Les 2 premiers mois, elle passait parfois après le travail, apportait des plats à emporter, s'asseyait avec nous, des choses normales. Mais vers le 3e mois, ses visites sont devenues plus rares. Elle a commencé à être trop débordée par le travail. Nos conversations se sont raccourcies. Quand j'essayais d'en parler, elle me disait qu'elle était simplement stressée, que la vente de produits pharmaceutiques était un secteur exigeant. Je l'ai cru parce que je voulais y croire. Et pour être honnête, je n'avais pas l'énergie de penser à autre chose qu'à ma mère. Mardi soir dernier, j'étais à l'hôpital. L'état de ma mère s'était brusquement dégradé. Fièvre. Impossible de garder quoi que ce soit. Ils l'ont admise en observation. J'étais là depuis 6 heures du matin, simplement assis à ses côtés, à la regarder dormir, en essayant de ne pas penser à ce que le médecin avait dit plus tôt sur le fait de soulager sa douleur pour ces derniers moments. Vers 23 heures, je suis sorti dans le couloir pour prendre un café au distributeur automatique. C'est là que Célia est apparue. Je ne lui avais même pas dit que nous étions à l'hôpital. J'avais arrêté de lui envoyer des messages à chaque changement de situation parce qu'elle ne répondait plus vraiment. « Salut », a-t-elle dit. Elle avait l'air mal à l'aise, évitant de croiser mon regard. Elle était parfaitement coiffée et maquillée, comme si elle s'était préparée pour ce moment. « Salut, qu'est-ce que tu fais là ?» Ma voix était totalement plate. J'étais trop fatigué pour y mettre la moindre intonation. On doit parler. Mon estomac s'est noué. Vous connaissez cette sensation où vous savez déjà ce qui va se passer, mais votre cerveau refuse de l'accepter. Ici, maintenant ? J'ai fait un geste vers la chambre de ma mère. À travers la vitre, je pouvais la voir dormir, les moniteurs émettant des bips réguliers. J'ai essayé de trouver le bon moment, mais il n'y en a jamais. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle s'apprêtait à sauter dans de l'eau glacée. Je ne peux plus continuer comme ça, Nicolas. Je ne peux pas mettre ma vie entre parenthèses, en attendant que ça se termine. Les néons bourdonnaient au-dessus de nous. Quelque part au bout du couloir, une infirmière riait de quelque chose. Des bruits d'hôpital tout à fait normaux, mais ces mots sont restés suspendus dans l'air comme de la fumée, en attendant que ça se termine. Ma mère. Elle parlait de ma mère mourante comme s'il s'agissait d'un projet professionnel fastidieux, comme si elle était coincée dans une file d'attente à la préfecture au lieu de se battre pour chaque respiration. Je l'ai juste regardée. Une partie de moi voulait hurler, lui demander ce qui ne tournait pas rond chez elle, mais la majeure partie de moi se sentait vide, comme si quelque chose s'était débranché en moi. D'accord, ai-je dit. D'accord, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Célia ? Ton choix est visiblement fait. Tu es venu dans un hôpital où ma mère est en train de mourir pour rompre avec moi. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à ajouter. Elle a eu l'air de vouloir en dire plus, mais je me suis retourné et je suis retourné dans la chambre de ma mère. Je me suis rassis sur la chaise à côté de son lit, j'ai supprimé le numéro de Célia de mon téléphone, et je l'ai bloqué partout. Pendant tout ce temps, ma mère dormait, sans avoir la moindre idée de ce qui venait de se passer dans le couloir. C'était il y a 4 jours. J'écris ceci depuis la maison de ma mère à 2 heures du matin parce que je n'arrive pas à dormir.
L'infirmière des soins palliatifs dit que cela peut arriver d'un jour à l'autre. Peut-être même d'une heure à l'autre. Célia n'a pas essayé de me contacter une seule fois. Pas un SMS depuis le téléphone d'un ami. Pas un email. Rien. Elle est juste partie et c'est tout. Je me dis sans cesse que je devrais ressentir quelque chose. De la colère, de la tristesse, de la trahison. Mais je suis simplement anesthésié. Peut-être que je suis sous le choc. Peut-être que j'ai épuisé toutes mes émotions à regarder ma mère s'éteindre à petit feu, et qu'il ne me reste plus rien pour ça. La femme que je pensais épouser n'a même pas pu faire semblant de s'en soucier alors que ma mère se meurt. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir. Première mise à jour. 3 semaines plus tard. Désolé pour le retard, tout le monde. J'ai dû faire réparer l'écran de mon téléphone après l'avoir fait tomber. Ensuite, le travail a été insensé pour rattraper tout mon retard. Merci pour tous vos messages. Ma mère est décédée il y a 2 lundis, à 6h47. Je lui tenais la main. C'était paisible, et c'est tout ce que je pouvais demander. Les obsèques ont eu lieu le vendredi suivant. J'étais dévasté, mais j'ai réussi tant bien que mal à traverser toutes ces étapes. Mais vous savez ce qui est terrible? Je m'attendais presque à voir Célia débarquer. Non pas parce que je voulais qu'elle soit là, mais parce que cela relevait de la décence humaine la plus élémentaire, non. Nous étions ensemble depuis 3 ans et demi. Elle connaissait ma mère. Nous dînions ensemble. Ma mère lui avait appris à faire ses célèbres lasagnes. Elle faisait les magasins ensemble. Rien. Pas un message, pas de fleurs. Elle n'est pas venue aux funérailles. Silence radio. Mon meilleur ami, Raphaël, a été mon pilier à travers tout cela. Il filtrait les appels de mon téléphone pour moi. Il gérait les personnes auxquelles je n'avais pas la force de répondre. Il veillait à ce que je mange. Un type formidable. Il ne cessait de me dire, ne pense même pas à elle en ce moment, mon pote. Concentre-toi sur ta mère. Concentre-toi sur toi. Les funérailles étaient en petit comité. Ma mère n'avait plus beaucoup de famille. Quelques cousins qui ont pris l'avion. Quelques vieux amis de ses années d'enseignement. Mes collègues du lycée. C'était intime. Triste à mourir, mais réconfortant d'être entouré de personnes qui la connaissaient et l'aimaient. Une fois que tout le monde est parti, le notaire m'a pris à part. Il m'a dit que nous devions planifier un rendez-vous pour régler la succession de ma mère. Je pensais qu'il s'agirait de la maison et de ce qu'elle avait de côté sur son compte épargne. Ma mère était enseignante elle aussi, elle vivait modestement. Je ne m'attendais pas à grand-chose, et pour être honnête, je m'en fichais. On ne peut pas donner de prix à la femme qui vous a élevé seule. Le rendez-vous a eu lieu lundi dernier. Je me suis présenté à l'étude du notaire en m'attendant à signer quelques papiers, peut-être récupérer le titre de propriété de la maison, et apprendre qu'elle avait quelque chose comme 50 000 € d'économie. Ce que j'ai découvert à la place m'a donné l'impression d'entrer dans la vie de quelqu'un d'autre, 2,8 millions d'euros répartis sur différents comptes et placements, une participation de 28% dans une entreprise technologique appelée Tech Vista Solutions. Et un siège au conseil d'administration de la dite entreprise. J'ai littéralement demandé au notaire s'il ne se trompait pas de personne. Il a souri et m'a montré tous les documents, tous authentiques, tous à mon nom. Il s'avère que mon oncle Jacques, le frère aîné de ma mère, décédé en 2019, avait fondé Tech Vista dans les années 90. Je savais qu'il s'en sortait bien, mais je n'avais aucune idée qu'il était devenu richissime grâce à sa start-up high-tech. À sa mort, il avait tout laissé à ma mère. Elle n'en a jamais touché mot, a continué à enseigner, à vivre dans la même maison, et à conduire sa Renault Clio de 2012. Le notaire m'a expliqué qu'elle lui avait confié vouloir que je me forge un caractère et que je ne me repose pas sur l'argent familial. Elle avait l'intention de tout me dire le jour où j'aurais fondé ma propre famille. Apparemment, le cancer en a décidé autrement. Je suis resté assis dans ce cabinet pendant 2 heures à fixer les papiers. Raphaël est venu me chercher car j'étais trop bouleversé pour conduire. Nous sommes allés chez lui. J'ai bu une demi-bouteille de whisky pendant qu'il commandait des pizzas, le temps pour moi d'assimiler le fait que toute la perception de ma vie venait de basculer. Et c'est là que ça devient encore plus étrange. 3 jours après cette réunion, donc jeudi dernier, Raphaël parcourait son fil Instagram quand il est soudain devenu silencieux.
Ce n'est jamais bon signe. Ne regarde pas ça, a-t-il dit, ce qui signifiait bien sûr que je devais absolument regarder. C'était une publication de Mathilde, une amie commune. La localisation indiquait, le pavillon, ce restaurant extrêmement chic du centre-ville que je n'aurais jamais pu m'offrir avec un salaire d'enseignant. La photo montrait Célia, Mathilde et deux hommes que je ne connaissais pas. Tout le monde était sur son 31, verre de vin à la main, la totale. La légende, quand ta copine trouve son upgrade. @Célia-Bapru avec @Bertrand-Courtois. J'ai zoomé sur le type identifié à côté de Célia. Bertrand Courtois, 36 ans d'après son profil, vice-président des ventes dans une entreprise. Sa biographie affichait sa tranche de salaire, 185 000 € et plus. Des photos de lui à des conférences technologiques, une belle voiture, une montre hors de prix. La photo avait été publiée le lendemain même des funérailles de ma mère. Raphaël observait mon visage. Mec, je suis tellement désolé. Mais bizarrement, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la clarté. Comme si quelque chose de flou depuis des mois devenait soudainement net. Célia n'est pas partie parce qu'elle ne pouvait pas gérer la maladie de ma mère ou parce que je ne lui accordais pas assez d'attention. Elle est partie parce qu'elle avait trouvé mieux, quelqu'un avec de l'argent et un statut social élevé, quelqu'un qui n'était pas un prof du public s'occupant de sa mère mourante. Le moment choisi à l'hôpital n'était pas cruel, il était opportun. Elle fréquentait probablement ce Bertrand depuis des semaines, voire des mois. Elle attendait simplement le moment idéal pour faire l'échange. J'ai rendu son téléphone à Raphaël. Bloque Mathilde. Bloque quiconque est ami avec Célia sur les réseaux sociaux. C'était fait. Et si jamais elle essaie de me contacter par ton intermédiaire, dis-lui d'aller se faire voir. Avec plaisir, a-t-il répondu. Je suis rentré chez moi ce soir-là et je n'ai pas pensé à Célia une seule fois. J'ai pensé à ma mère, à la façon dont elle avait vécu avec un salaire d'enseignante alors qu'elle avait des millions en banque, simplement parce qu'elle voulait que j'apprenne la valeur du travail. J'ai pensé au fait qu'elle ne m'avait jamais parlé de l'entreprise de l'oncle Jacques parce qu'elle voulait que je trace mon propre chemin. Et j'ai pensé à la manière dont Célia avait montré son vrai visage exactement au bon moment. Avant même que je ne sois au courant pour l'argent, avant que je ne sache pour Tech Vista. Raphaël m'a envoyé un message vers minuit, ça va? Moi, ouais. Pour la première fois depuis des mois, ça va vraiment. Mais ce que je ne lui ai pas dit, ce que je ne pouvais encore dire à personne, c'est que lorsque le notaire passait en revue les documents de Tech Vista, j'ai vu l'organigramme des employés. Et là, inscrit au poste de vice-président des ventes, rapportant directement au PDG, se trouvait le nom de Bertrand Courtois. L'entreprise dont je possède désormais 28%. L'entreprise où je siège au conseil d'administration. L'entreprise où travaille la fameuse « version améliorée » de Célia. Le monde est petit, n'est-ce pas? Deuxième mise à jour. 6 semaines plus tard. La vie a été étrange. J'ai dû gérer beaucoup de démarches juridiques liées à la succession. Et pour être honnête, j'ai beaucoup ruminé. Ma connexion Wi-Fi a été coupée pendant 3 jours la semaine dernière, ce qui était probablement une bénédiction car cela m'a forcé à réfléchir plutôt qu'à faire défiler des publications négatives en boucle. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Tout d'abord, il s'avère que Lyon n'est pas aussi grand qu'on le pense quand l'argent s'en mêle. La nouvelle de l'héritage s'est propagée d'une manière ou d'une autre. Probablement par l'étude du notaire ou le conseil de Tech Vista, mais soudain, les gens ont su que Nicolas avait hérité d'une grosse somme de l'entreprise technologique de son oncle. Vous savez comment fonctionnent les ragots dans les milieux professionnels. Cela est parvenu aux oreilles de Célia environ 2 semaines après ma dernière mise à jour. Je le sais parce que c'est là que les messages ont commencé. Durant la 4e semaine après les funérailles de ma mère, mon téléphone a commencé à afficher des notifications d'appels de contact bloqués. Cette fois en une seule journée. Puis des SMS ont commencé à arriver avant que je ne puisse bloquer ces nouveaux numéros. Nicolas, j'ai appris pour ta mère. Je suis tellement désolé de ne pas avoir été là pour toi. S'il te plaît, on peut se parler? J'ai fait une erreur. Tous lus, tous ignorés. Je n'ai répondu à aucun. Mathilde a essayé d'appeler Raphaël. Il a décroché, a écouté pendant 30 secondes, puis a dit, il faut que Célia arrête d'appeler tout le monde pour essayer de joindre Nicolas. C'est pathétique. Oublie mon numéro, puis il a raccroché.
Mais voici ce que j'ai appris par la copine de Raphaël, Théa, qui travaille dans le recrutement tech. Bertrand a lui aussi découvert qui j'étais. Environ une semaine après que Célia a appris pour l'argent, quelqu'un a dit à Bertrand que le nouveau membre du conseil d'administration de TechVista, celui qui avait hérité de 28% de l'entreprise du fondateur, était l'ex-petit ami de sa copine. Le même ex qu'elle avait probablement trompé et largué pendant que sa mère mourait à l'hôpital. Théa a dit avoir entendu par des bruits de couloir que Bertrand avait complètement paniqué. Voyez-vous, TechVista prévoyait des licenciements. Un conseil d'administration approchait pour voter une réduction de 10% des effectifs. Le département de Bertrand était sur la sellette. Et maintenant, le type dont la copine s'est séparée il y a 8 semaines possède une part énorme de l'entreprise et a son mot à dire sur le maintien de Bertrand à son poste. Les SMS de Célia sont devenus encore plus désespérés. S'il te plaît, Nicolas. Je sais que je t'ai fait du mal. On peut juste parler? Je tiens toujours à toi. J'ai eu peur et j'ai fui. Je suis désolé. Bertrand ne cesse de me poser des questions sur toi. C'est tellement embarrassant. S'il te plaît, réponds-moi. Tous lus à des moments aléatoires. Parfois immédiatement, parfois des heures plus tard, parfois des jours plus tard. Je n'ai jamais répondu, pas une seule fois. Mon premier conseil d'administration a eu lieu à la 6e semaine. Les réunions se font sur Zoom. J'ai gardé ma caméra éteinte, en prétextant que j'étais malade. Le PDG, Philippe Torres, m'a souhaité la bienvenue, m'a présenté ses condoléances pour ma mère, et nous sommes passés aux choses sérieuses. La discussion sur les licenciements est arrivée sur le tapis. Il voulait supprimer 10% des postes dans les ventes et les opérations. Bertrand était présent pour présenter les chiffres. Je pouvais voir son visage à l'écran. Il avait l'air extrêmement stressé, jetant constamment un coup d'œil à la liste des participants où figurait mon nom. J'ai posé quelques questions sur les données. J'ai suggéré de reporter la décision au mois suivant, le temps d'avoir des projections de revenus plus complètes. Le PDG a accepté. La séance a été levée. Je n'ai jamais manifesté l'existence de Bertrand durant tout l'appel. Je n'ai pas prononcé son nom, je n'ai pas regardé sa vignette caméra lorsqu'il parlait, je l'ai simplement traité comme n'importe quel autre vice-président présentant des chiffres. Bertrand avait toujours l'air d'être sur le point de vomir pendant toute la durée de la réunion. Semaine 7, Célia a commencé à se présenter devant l'ancienne maison de ma mère. J'étais déjà retourné dans mon appartement et je me préparais à vendre la maison, mais j'y retournais pour emballer des affaires. Elle restait assise dans sa voiture dehors. Quand je montais dans ma voiture pour partir, elle me suivait sur quelques rues, puis abandonnait. 15 SMS par jour, tous lus. 0 réponse. Semaine 8, elle a envoyé une lettre à mon appartement. Une vraie lettre manuscrite. 5 pages sur la façon dont elle avait fait une erreur, comment elle avait eu peur, et comment elle réalisait maintenant ce qui comptait vraiment. Il y avait un album photo avec des clichés de nous au fil des ans. J'ai donné le tout à Emmaüs sans même ouvrir l'album. Je n'ai pas lu plus loin que le premier paragraphe de la lettre. Elle l'a découvert. Elle a dû suivre le don d'une manière ou d'une autre, car j'ai reçu un SMS, tu as donné nos souvenirs à Emmaüs. Tu ne les as même pas regardés. Lu à 23h34. Aucune réponse. Semaine 9. Elle a tout essayé. Message LinkedIn, email professionnel. Elle a même réussi à faire appeler sa sœur Camille. J'ai décroché à cet appel par accident. Nicolas, s'il te plaît. Célia est au plus mal. Elle sait qu'elle a déconné. Est-ce que tu peux au moins lui parler? Camille, je suis désolé que tu sois prise entre deux feux, mais c'est non. Dis à ta sœur d'arrêter de me contacter. Elle t'aime vraiment. Elle a juste eu peur quand ta mère est tombée malade. Et elle a rompu avec moi dans un couloir d'hôpital pendant que ma mère était mourante, puis elle a publié des photos avec son nouveau copain le lendemain des obsèques de ma mère. Qu'elle ait peur ou qu'elle regrette, je m'en fiche. C'est fini. S'il te plaît, ne m'appelle plus. J'ai raccroché et je l'ai bloquée elle aussi. Semaine 10, Célia s'est présentée chez Raphaël. Il m'a envoyé un message, elle est devant ma porte en train de pleurer. Tu veux que je lui dise de partir? Dis-lui ce que tu veux. Il m'a rappelé 20 minutes plus tard en riant. Mec, je lui ai dit,
tu as publié des photos avec Bertrand dans un resto chic le lendemain des obsèques de sa mère. Tu n'as pas le droit de venir pleurer sur les pas de porte maintenant. Elle a dit que c'était juste des amis qui dînaient ensemble. J'ai répondu, des amis? La légende de Mathilde disait que tu avais trouvé ton upgrade. Elle est partie. Le conseil d'administration de TechVista s'est réuni à nouveau lors de la 8e semaine. Les licenciements ont eu lieu, 10% dans tous les services. Bertrand a survécu, mais de justesse. Son département a subi les coupes les plus sombres. Puis, à la 10e semaine, il s'est produit quelque chose d'incroyable. Un client que j'avais mis en relation avec TechVista grâce à mon réseau d'enseignants, un type qui dirige une entreprise de logiciels éducatifs, a signé un contrat de 8 millions d'euros. Philippe m'a appelé personnellement pour me remercier. Il a dit que cela garantissait l'avenir de la division des ventes. Le poste de Bertrand était désormais sauvé grâce à moi, parce que j'avais passé un coup de téléphone à un ancien collègue qui avait exactement besoin de ce que TechVista vendait. Je ne l'ai pas fait pour Bertrand. Je l'ai fait parce que c'était bon pour l'entreprise que mon oncle avait bâtie. Mais l'ironie de la situation ne m'a pas échappé. La relation entre Bertrand et Célia, cependant, d'après ce que Théa a entendu dire, battait de l'aile. Bertrand aurait dit à Célia qu'elle était obsédée par son ex et que cela nuisait à son travail et augmentait son stress. Il a commencé à prendre ses distances. Les mêmes mots que Célia avait utilisés contre moi quand je m'occupais de ma mère mourante. La semaine dernière, à la 11e semaine, les messages ont enfin cessé. Plus rien. Après des semaines de SMS constants, d'appels, de lettres apparaissant à différents endroits, tout est devenu silencieux. Je devrais me sentir soulagé, et d'une certaine manière c'est le cas. Mais il y a aussi ce sentiment étrange que je n'arrive pas vraiment à définir, comme si j'attendais le prochain coup du sort. Raphaël pense qu'elle a fini par abandonner. Théa pense que Bertrand lui a dit de se calmer. Je ne sais pas quoi penser. Tout ce que je sais, c'est que j'ai lu absolument tous les messages qu'elle a envoyés, chaque SMS, chaque transcription de message vocal, chaque email. Je n'ai simplement jamais répondu à aucun d'entre eux. Et d'une certaine façon, ce silence me semble être la chose la plus honnête que je lui ai jamais dite. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas encore fini. On ne passe pas d'un tel niveau de désespoir à un silence de mort sans qu'il se passe quelque chose. Et connaissant ma chance ces derniers temps, quoi que ce soit, cela risque d'être compliqué. Dernière mise à jour. 14 semaines après la rupture. J'écris ceci depuis mon nouveau logement. J'ai vendu la maison de ma mère le mois dernier et j'ai acheté un appartement en centre-ville avec l'argent. Je n'ai pas besoin d'avoir des souvenirs dans chaque pièce. Je suis une thérapie depuis environ 6 semaines maintenant, à raison de 2 séances par semaine. Ça m'aide. Parler de ma mère, du fait d'avoir grandi sans père, d'avoir été l'homme de la maison à l'âge de 6 ans. De la façon dont j'ai appris à tout gérer seul, ce qui a fait de moi une cible facile pour quelqu'un comme Célia. J'ai pris une année sabbatique auprès du lycée pour le reste de l'année scolaire. Le proviseur a été très compréhensif. J'ai utilisé une partie de l'héritage pour créer une fondation de bourse d'études au nom de ma mère. 50 000 € par an pour les étudiants s'orientant vers l'enseignement. La première remise des prix aura lieu le mois prochain. Ma mère aurait adoré cela. Je préparais ce voyage pour la Réunion. Ma mère avait toujours voulu y aller mais n'en avait jamais eu l'occasion. Maintenant j'en ai la possibilité, et j'y vais pour nous deux. Je pars demain d'ailleurs. Le conseil d'administration de TechVista de la 12e semaine s'est très bien passé. Nous avons approuvé l'expansion sur 2 nouveaux marchés. Je suis passé à un rôle plutôt consultatif. Il s'avère que je n'ai pas vraiment envie de diriger une entreprise technologique. Je veux juste m'assurer que l'héritage de l'oncle Jacques reste solide. Philippe est un bon PDG, il gère très bien la situation. Bertrand a été promu de vice-président des ventes à vice-président principal. Un plus gros salaire, plus de responsabilités. Le contrat de 8 millions d'euros que j'ai aidé à décrocher l'a mis en valeur. Il m'a envoyé un email de remerciement après la réunion du conseil. Professionnel, bref. J'ai répondu par « ravi de voir l'entreprise se développer ». C'était tout. Mais voici ce que vous voulez vraiment savoir. Semaine 13. J'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. C'est Bertrand. Je voulais que tu saches que j'ai rompu avec Célia. Cela n'a rien à voir avec toi ou avec l'entreprise.
Elle est obsédée par toi depuis que nous sommes ensemble, et j'ai besoin de quelqu'un qui soit réellement présent. Je me suis dit que tu devais le savoir pour qu'il n'y ait pas de malaise au travail. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Il avait utilisé ses propres mots de l'hôpital, réellement présent. Exactement ce qu'elle avait sous-entendu à mon sujet lorsqu'elle est partie, prétendant que je n'étais pas présent parce que je m'occupais de ma mère mourante. Le karma a un sens de l'humour étrange. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement bloqué le numéro. Le lendemain, j'ai reçu un long SMS du numéro de Célia. J'ai failli le bloquer immédiatement, mais quelque chose m'a poussé à le lire. C'était long, très long. Elle expliquait qu'elle avait beaucoup réfléchi. Qu'elle réalisait qu'elle avait échangé quelque chose de vrai contre quelque chose de brillant, pour finalement perdre les deux. Qu'elle savait désormais que j'étais la bonne personne depuis le début, mais qu'elle avait eu trop peur pour voir ce qui comptait vraiment quand les choses étaient devenues difficiles avec ma mère. Qu'elle avait commis la plus grande erreur de sa vie en m'abandonnant à l'hôpital. Que voir Bertrand la quitter en utilisant les mêmes arguments qu'elle avait utilisés contre moi lui avait enfin fait comprendre ce qu'elle avait fait. Qu'elle était tellement désolée. Et même si elle savait que je ne lui pardonnerais jamais, elle avait besoin que je sache qu'elle comprenait à présent. Qu'elle avait eu tort. Qu'elle avait blessé la seule personne qu'il aimait vraiment pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle pouvait lui apporter. Je l'ai lu à 23h34 pendant que je faisais mes valises pour la réunion. Lu. Je n'ai jamais répondu, et je ne le ferai jamais, parce que voici ce que j'ai réalisé en thérapie, Célia ne regrette pas d'être partie. Elle regrette d'être partie pour la mauvaise personne. Elle ne regrette pas d'avoir choisi l'argent et le statut plutôt que l'amour. Elle regrette simplement que l'argent et le statut n'aient pas fonctionné. Si Bertrand ne l'avait pas larguée, je n'aurais jamais reçu ce message. Si l'héritage n'était jamais arrivé, elle publierait encore des photos avec lui dans des restaurants chics. Ces excuses ne visent pas à réparer le mal qu'elle m'a fait. Elles visent le fait qu'elle a perdu sa roue de secours. Tourner la page est réservé aux gens qui méritent des réponses. Célia ne mérite pas les miennes. Un petit mot depuis Saint-Denis. Cela fait environ 6 semaines depuis ma dernière mise à jour. Je suis assis dans un café qui surplombe le port. Je reviens tout juste d'un saut à l'élastique. Ma mère aurait adoré ça. Elle aurait été terrifiée, mais elle l'aurait fait quand même. C'était tout à fait son style. La bourse a été attribuée le mois dernier. Raphaël m'a envoyé des photos. 3 étudiants, tous se dirigeant vers l'enseignement. L'un d'eux est la fille d'une mère célibataire, et elle prévoit d'enseigner la chimie. J'ai pleuré en lisant sa lettre de motivation. Célia a cessé d'essayer de me contacter vers la 15e semaine. J'ai appris par Théa qu'elle avait déménagé à Paris pour un nouveau travail. Un nouveau départ, apparemment. Tant mieux pour elle, je suppose. Je relis encore ce dernier message parfois. Non pas parce que j'envisage d'y répondre, ce n'est pas le cas. Mais parce qu'il me rappelle quelque chose d'important. Elle m'a fait du mal et j'ai guéri. Elle est restée brisée. Ce n'est pas de la vengeance, ce sont juste les conséquences de ses actes. Quelqu'un m'a demandé en message privé si je m'en voulais parfois de ne pas avoir répondu à ses excuses. Honnêtement, non. Elle voulait de l'attention, de la colère, du pardon, de la discussion, n'importe quoi. Quelque chose sur quoi elle pouvait s'appuyer ou retravailler. Je ne lui ai rien donné. Et ce rien n'était ma réponse. La parole la plus puissante que l'on puisse offrir à quelqu'un est parfois le silence. Non pas comme une punition, mais parce qu'on n'a véritablement plus rien à lui dire. Bref, j'ai un vol pour l'Islande demain matin. Les aurores boréales sont censées être incroyables à cette période de l'année. Un endroit de plus à ajouter à la liste de ceux que ma mère n'a jamais pu voir, mais que je peux contempler pour nous deux. À tous ceux qui ont suivi toute cette histoire, merci d'avoir écouté. Merci pour votre soutien. Merci de m'avoir dit que je n'étais pas fou quand j'avais besoin de l'entendre. La vie est bizarre. Parfois, les pires épreuves mènent à une clarté dont on ne soupçonnait pas le besoin. Parfois, les personnes qui vous quittent vous rendent le plus grand des services. Parfois, le silence est plus éloquent que tout ce que l'on pourrait dire. Célia voulait une réponse. Je ne lui en ai jamais donné. C'était ça, la réponse. Prenez soin de vous, les amis. Je vais aller regarder le coucher de soleil sur l'océan et ne plus penser à tout cela pendant un moment.